parce que vos questions sont les plus importantes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'aérodynamisme, chez les avions et les hélicoptères. Nous allons parler de rosée, comme cela. Nous allons parler d'équations, alors un peu de maths ce matin, puisqu'on aime bien parler de STEM. On a des équations et une pente. Donc, j'aimerais bien pouvoir calculer la pente d'une droite. Ça peut vous être utile. Et il y a James Webb. Un des télescopes les plus avancés sera envoyé dans l'espace d'ici dans moins d'un mois. Et donc, ça, c'est excitant. Alors, nous avons ici chiffre alphabet. Bonjour ce matin, comment ça va? Bonjour, bien sûr, je te taquine. C'est un bon bonjour, j'apprécie beaucoup. Des fautes de frappe, il ne faut pas s'en faire. C'est comique, il faut en rire. Alors, aujourd'hui, c'est une autre belle journée d'automne. Nous avons la chance de pouvoir être dans un endroit où la planète semble assez bien aujourd'hui. Dans l'hémisphère nord, on approche l'hiver, donc tout se ralentit un petit peu. Mais ça nous donne la chance de réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps d'hiver pour réfléchir? Comme ça, lorsque les mois d'été reviennent, on peut promouvoir et contribuer à notre société de façon à ce que scientifiquement, ça soit fantastique et deuxièmement, qu'on puisse peut-être contribuer à créer de nouvelles choses. Alors, voyons voir. Nous allons commencer avec l'aérodynamisme. C'est une question que j'ai reçue et donc je vais parler de ceci un peu. Ça va être intéressant. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les mettez dans la section clavardage. Ça me fera plaisir de répondre à ceux-ci en entremêlant d'autres sujets que j'ai ici. Alors, commençons. Lorsqu'on parle d'aérodynamisme, quelquefois on peut penser d'un avion qui existait il y a un certain temps, c'était cet avion qui ressemblait à ceci, et de la pointe, ça ressemblait à cela. Et il y avait des petits moteurs derrière comme ceci. Il y avait quelques modèles, et c'était ce qu'on appelle le Concorde, et c'était un avion qui était supersonique. Maintenant, lorsqu'on parle d'un avion, pour que ceux-ci puissent voler, on a besoin d'avoir des caractéristiques importantes. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment sont faites les ailes pour promouvoir ce lift, pour promouvoir ce fait que ces avions peuvent voler. Alors, voyons voir. Donc ici, je suis content de revoir mon tableau blanc, malgré le fait que je suis en train de réfléchir si une tablette pourrait être intéressante pour pouvoir avoir un son un petit peu mieux lorsqu'on fait nos vidéos. Mais voyons voir. Lorsqu'on regarde un avion va ressembler à quelque chose comme ceci. On a le cockpit qui est ici. Donc, on a des ailes qui vont ressembler à quelque chose comme ceci sur le côté comme cela. Maintenant, la raison pourquoi que les ailes sont comme ceci, c'est qu'une question d'aérodynamisme ici. Donc, la pointe de notre avion ici permet de couper le vent. Comme ça, le vent va de chaque côté. C'est comme un tube ici. Et lorsque le vent arrive et passe sur le côté ici, quelques petites choses arrivent. Nous avons de l'air qui va comme ceci et de l'air qui va comme cela. Maintenant, ça, c'est important parce que si on parle d'aérodynamisme chez un avion, que l'on parle d'un aérodynamisme sur les pales d'un hélicoptère, c'est le même principe. Et voyons voir. Lorsque nous avons l'air qui passe comme ceci, ce qui est intéressant, c'est que l'air est poussé vers le bas, comme cela. Et l'air qui va en haut ici a tendance à vouloir aller tout droit. Alors ici, il y a quelque chose qui arrive d'intéressant. C'est que ici,
il y a une zone qui est intéressante et cette zone, ici, c'est une zone et la zone peut aller un petit peu plus loin aussi comme cela. C'est une zone de basse pression. De basse pression. Donc ici, on a un avion qui a une certaine masse. Celle-ci a une masse vers le bas comme cela. Nous avons de l'air qui va de chaque côté de l'aile. Donc cette aile est supportée par l'air qui va en dessous. Mais ici, on a une zone de basse pression. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a une zone de basse pression? C'est que l'air veut prendre cette place. Alors, je vais faire un exemple avec le vent, par exemple. Disons que je vais faire une petite encadrée ici, comme cela. Nous avons quelqu'un qui est ici. Il y a le soleil qui brille comme cela, avec les rayons du soleil. Chose intéressante, puisqu'il y a le soleil qui est ici, nous avons l'air chaud qui va avoir tendance à monter comme cela. Par contre, si l'air monte ici, on ne peut pas avoir 100% de l'air qui quitte parce que nous savons que même s'il fait soleil, nous pouvons respirer. Donc, l'air existe encore. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que à cet endroit, lorsque l'air monte comme ceci parce qu'elle est réchauffée, parce qu'elle a une densité ou une masse volumique plus faible, on a de l'air plus froid qui prend sa place comme cela. Et c'est pour ça qu'ici, on va voir notre personne avec les cheveux bleus, où il y a ce qu'on appelle du vent qui va être créé. Pourquoi est-ce qu'il y a du vent? C'est lorsque la chaleur, l'air chaud finit par monter, on se retrouve avec ici une zone de moins grande pression et donc il y a un déplacement d'air. L'air va vouloir prendre la place où il y a moins de pression. Donc, lorsqu'on parle de météo, lorsqu'on a des zones où il fait très très chaud, l'air monte, donc à la surface du sol, on a ce qu'on appelle une zone de basse pression. Si on a par exemple, présentement on a les grands vents froids qui arrivent, puisque le vent est froid, quelquefois il peut y avoir de l'humidité, celle-ci a une masse volumique un peu plus grande et cela crée une zone de haute pression atmosphérique dans la région. Et c'est pour ça qu'on a ces grands changements de vent, ces grands vents atmosphériques qui fait qu'on a la température. C'est bon. Mais ça ne répond pas ici à savoir qu'est-ce qui se passe avec les zones de basse pression ici de notre aile d'avion. Ici, on a vu que l'air prend la place parce qu'on veut remplir cette zone de basse pression. Maintenant, ce qui est intéressant sur l'aile d'avion, c'est que, oui, il y a de l'air, mais l'air continue tout droit. Alors, l'aile ici a une zone de basse pression, mais l'avion va très très vite et donc l'air qui continue ne va pas remplir cette place. Alors, s'il n'y a pas d'air pour remplir cette zone de pression, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'aile qui est ici va dire, ah, il y a une zone de basse pression, donc l'aile va vouloir prendre la place de cette zone de basse pression. Donc, cette partie solide de l'air va dire, ah, il y a une zone de basse pression, on va la remplir. Mais ça, c'est intéressant parce que si l'aile monte pour remplir cette zone, mais que l'aile est connectée à l'avion, ça veut dire que tout notre avion va être levé vers le haut. Et donc, si on a un avion qui avance, celle-ci va pouvoir monter dans l'atmosphère. OK. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'un avion qui veut décoller, on a besoin d'un avion qui, avec sa puissance des moteurs, commence à avoir une bonne accélération pour commencer ce principe où l'aile solide de l'avion veut prendre la place ici, mais pour ça, on a besoin de ce vent qui passe à côté de l'aile. Maintenant, je vais ajouter un petit point intéressant ici. Lorsque nous avons un avion, qui va décoller, donc ça c'est mon avion ici, on peut voir le dessin, les avions peuvent changer la forme de leurs ailes. Donc souvent,
Si vous avez pris l'avion, les ailes alors il y a des petits systèmes hydrauliques où il y a une partie ici qui peut sortir ou entrer. Ça veut dire que lorsque nous décollons ou nous voulons atterrir, c'est un moment où la vitesse de l'avion est moins grande. Alors, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on grandit la surface de l'aile et on descend la partie ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que même s'il y a moins de vent, parce que l'avion va moins vite, comme ceci, qu'est-ce qui va arriver? Comme ceci, c'est qu'on fait mécaniquement, on augmente la partie qui est ici, de façon à ce que, même si l'avion ne va pas à la plus grande vitesse, il y a assez de vitesse pour commencer à la faire lever, et donc, puis, une fois que l'avion a quitté le sol, il y a moins de friction avec les roues, les moteurs poussent l'avion, ça va de plus en plus rapidement, et donc l'avion peut grimper et peut aller en altitude. Lorsqu'on arrive à un certain point, à une certaine vitesse, nous allons avoir cette aile qui va reprendre la place pour avoir notre aile qui aura la forme lorsqu'on a notre vitesse de croisière pour aller d'un continent à l'autre, d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est un peu la façon que ça fonctionne ici. Très bien. Alors, voyons voir. Ça ici, c'est pour les avions. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a, par exemple, une hélicoptère? Donc, si nous avons 4 pales qui sont autour, qu'est-ce que l'on fait? C'est que si on a des pales qui tournent comme cela, qu'est-ce qui arrive? C'est que le livre, s'il est horizontal comme cela, peut tourner sans friction ou avec un minimum de friction. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'hélicoptère peut avoir ses hélices. Je ne sais pas le mot en français, c'est intéressant. Alors, en anglais, c'est blades. Alors, ce sont moi j'appelle les pales de l'hélicoptère. Si quelqu'un a le mot de quels sont ces 4 bras, c'est pas une hélice. Pour moi, une hélice, c'est plus petit. Si vous avez le mot, mettez-le dans le chat, j'apprécierais. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous avons les pales qui sont horizontales, nous avons un hélicoptère qui reste sur place. Par contre, il y a des mécanismes pour changer l'angle de ces pales. Donc, si on change l'angle et qu'on a des pales qui tournent comme cela, nous augmentons l'angle, l'air va en dessous ici, on crée des zones de basse pression et donc l'hélicoptère peut monter en altitude. Donc, c'est comme ça qu'un hélicoptère peut rester sur place, sur le sol. Si on change les pales, il va pouvoir monter et il peut changer l'angle de façon à ce qu'il peut monter plus rapidement ou peut rester dans une zone spécifique, une zone, disons, une altitude de, je ne sais pas, de 30 mètres sans bouger. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est le principe d'aérodynamisme, pas du fait que l'aérodynamisme de l'avion qui avance, mais l'aérodynamisme des ailes, de façon à ce que ceux-ci permettent à l'avion de monter. Donc, si on prend les petits avions avec une hélice à l'avant, c'est le même principe. Si le moteur fonctionne et il n'y a pas un très grand angle, nous avons un avion où le moteur fonctionne et il n'avance pas. Lorsqu'on veut faire avancer le petit avion, on change l'angle des pales de l'hélice et l'avion va avancer. Et on peut même dire qu'on peut utiliser le même principe avec les éoliennes. Donc, lorsqu'on a des éoliennes, c'est grand. Alors, voyons voir si je peux faire un petit dessin. Donc, si on a ces grandes éoliennes comme ceci, alors souvent on a un dynamo qui est là, comme ceci, comme ceci, comme cela. Nous avons le vent qui avance comme ceci. Et on va voir si on peut ajuster. On doit être connecté, voilà. Le vent fait qu'on a une certaine résistance et donc, en changeant l'angle des pales, nous avons, ou en choisissant un angle spécifique, cela nous permet de maximiser l'énergie du vent. N'oubliez pas que cette éolienne ne peut pas tourner à une vitesse infinie. Et la raison, c'est à cause du centre de gravité. On ne veut pas que ceci brise et cause des accidents et peut-être même blesser des personnes. Alors ça, c'est un peu cette idée d'aérodynamisme
que j'ai pensé pour vous. Donc, c'est une question à savoir comment est-ce que ces hélicoptères et ces avions fonctionnent et cette idée de lift. Et si je me rappelle bien, on utilise en français le mot de lift, c'est cette force qui fait lever les avions. Donc ça, c'est notre premier sujet aujourd'hui. Et puis, nous allons voir ce que la prochaine question sera. Alors ici, chiffre alphabet mentionne, c'est bien le mot pâle comme en anglais. Voilà. Alors merci, merci chiffre alphabet. C'est des mots qu'on utilise peu souvent. Dans ma tête, c'était pâle, mais je n'avais pas vérifié dans le dictionnaire à savoir si c'était le vrai mot. Donc, excellent travail d'équipe ici. Je suis fier de toi. Alors, voyons voir. Il n'y a pas de questions encore sur la section ici clavardage. Donc, passons à notre prochain sujet. Et bien sûr, je garde en tête que vous avez peut-être des questions, mais on parle de science toujours. L'autre point est une question qui se rapporte à la rosée du matin. Donc, présentement, je devrais prendre une photo pour vous montrer. Lorsqu'on est durant l'été et qu'on a une nuit fraîche, le matin, lorsqu'on se lève, nous avons le gazon et nous avons notre environnement qui a une rosée. Donc, qu'est-ce que c'est une rosée? C'est cette idée qu'il y a une certaine humidité sur le sol. Et quelquefois, on a les brins d'herbe, peut-être, on a les bancs qui sont humides. Et même s'il y a beaucoup d'humidité, on a ces objets, on peut voir des petites perles d'eau un peu partout. Et la question, c'est s'il n'a pas plu, parce que le ciel était étoilé, mais qu'il y a de l'eau sur le sol, d'où vient cette eau? Ça, c'est une bonne question. Ici, en Ontario, depuis cette semaine, donc depuis mardi, lorsque je me lève le matin, tous les toits sont blancs, mais ce n'est pas la neige. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que durant la nuit, l'humidité de l'air va sur les toits comme la rosée, mais puisqu'il fait moins de 0 degré, cette rosée gèle et donc devient un peu comme des petits cristaux de glace sur les toits. Donc, c'est intéressant. Mais d'où vient cette eau? Et voyons voir si je peux vous indiquer le processus. Alors, chose intéressante, nous allons commencer avec le soleil, qui est notre source d'énergie. J'aime bien cela, bien sûr. Donc ici, on parle de la rosée. Donc, on peut bien voir, c'est excellent. Lorsqu'il y a le soleil comme ceci, qui arrive, qui est dans notre journée, il fait très beau, on aime ça. Nous savons aussi que si nous avons, par exemple, un petit lac comme ceci, alors voici le fond, nous avons un arbre qui est ici et nous avons notre personnage. Lorsqu'il y a des rayons du soleil, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura une certaine évaporation. Donc, une évaporation d'eau comme ceci. Mais il y a aussi, bien sûr, l'évaporation qui vient de la transpiration des plantes. Donc, ça ici, c'est l'évaporation, évaporation. Et ça ici, c'est la transpiration. Cela vient du même mot que les humains. Lorsqu'ils ont chaud, on utilise la transpiration pour réguler la température de notre corps. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons ici de l'eau qui est liquide, qui devient de la vapeur et est à l'intérieur de l'atmosphère. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'atmosphère, c'est que nous avons plusieurs types de molécules. Et ces molécules sont, par exemple, on a l'azote, on a l'oxygène, dioxyde de carbone. Mais puisqu'il y a le soleil, ceux-ci vont vibrer et donc vont être un peu plus agités durant la journée. Ça veut dire qu'en étant plus agités, ceci permet de pouvoir inclure toutes ces petites molécules d'eau qui sont évaporées ici. Maintenant, nous savons que si nous avons de la vapeur d'eau qui va en altitude, lorsqu'on va en altitude, la température va refroidir
Et c'est pour ça que cette vapeur d'eau gazeuse, éventuellement, vont se retrouver en nuage. Qu'est-ce que c'est un nuage? C'est qu'on se retrouve avec de la vapeur d'eau qui devient des petites gouttelettes et quelquefois, ça peut être, même si c'est très très haut, des petits cristaux de glace, bien sûr. OK. Donc, nous savons qu'il y a de l'eau qui est dans l'atmosphère lorsqu'il fait chaud. Nous savons aussi que lorsque il fait chaud, les molécules et la matière dans l'atmosphère vibrent à une plus grande vitesse. Donc, une plus grande quantité de vapeur d'eau peut exister. Maintenant, ici, il y a quelque chose qui est intéressant, par exemple. Lorsqu'on arrive la nuit, comme ceci, il n'y a plus de soleil. Donc, ça, c'est la Lune, comme ceci. Il n'y a plus de soleil. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les arbres n'ont plus de photosynthèse parce qu'il n'y a plus de soleil qui fait cette équation. L'autre chose, s'il n'y a plus de soleil, l'évaporation va diminuer. Il peut y en avoir un petit peu, dépendant s'il fait un petit peu, si la température de l'eau est plus chaude que l'environnement. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que la température descend. Donc, lorsqu'on a une température ici en degrés Celsius, lorsque celle-ci descend, nos particules d'eau qui étaient dans l'atmosphère, donc, et qui sont dans un environnement où les molécules de l'atmosphère ralentissent de vibrations parce qu'il y a moins d'énergie. L'eau a moins de vibrations parce qu'il y a moins d'énergie. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en ayant moins d'énergie, ces particules vont commencer à se placer ensemble et former des petites gouttelettes. Et plus ces gouttelettes deviennent grosses, plus il y a la gravité qui va les faire descendre. Donc, ce n'est pas des nuages qui fait que nous avons des gouttelettes qui tombent, c'est le fait que la gravité va faire que ces gouttelettes vont aller sur le sol. Maintenant, s'il y a un peu d'humidité, même beaucoup d'humidité, mais que ces gouttelettes sont trop petites, alors qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces gouttelettes vont rester en suspens dans l'air et ils ont besoin de quelque chose pour s'agripper. Donc, ils vont trouver, par exemple, des surfaces de toit, ils vont trouver des surfaces sur la voiture, ils vont trouver des brins d'herbe, des feuilles des arbres. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces petites gouttelettes vont aller sur un brin d'herbe et d'autres petites gouttelettes vont être attirées par ceux-ci. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec de l'eau, de la vapeur d'eau qui était des gaz dans l'atmosphère, qui se retrouve à la surface d'objets et nous avons ce qu'on appelle la rosée. Maintenant, ça arrive quelquefois qu'on se lève et c'est brumeux. Donc, c'est comme si il y avait beaucoup d'humidité, on ne voit pas très loin parce qu'il y a cette brume dans l'atmosphère. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est une qualité où la température de l'air est assez haute pour avoir une certaine humidité, mais que les vents ne fait pas bouger cette humidité et ces petites gouttelettes n'ont pas tendance à vouloir s'agglutiner ensemble. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces petites gouttelettes restent en suspens à cet endroit. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une gouttelette, ce n'est pas grave, mais une quantité presque infinie de ces gouttelettes, on se retrouve, c'est comme si les nuages, au lieu d'être en hauteur, on se retrouve avec une grande quantité de brume à la surface ici. Et aussitôt que le soleil se lève, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le soleil va faire réchauffer l'atmosphère et ces petites gouttelettes qui sont minuscules ces molécules vont se distancer et vont être absorbées par l'atmosphère et cette brume va quitter. Donc, c'est un peu cette idée de rosée qui va sur le sol. On a parlé un peu de brume, c'est intéressant. Lorsque je pensais de discuter de ce sujet, je n'ai pas pensé qu'on pourrait parler de brume, mais c'est très applicable ici. Et ça, c'est là que vient notre rosée du matin. Alors, je vais prendre une petite gorgée de café. Si vous avez si vous avez une question, c'est le temps de la poser. Et sinon, nous allons faire un peu de maths en attendant une question
de l'audience. Alors, chiffre alphabet, j'espère que tu as passé une très belle semaine. Moi, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà, voilà. Donc, le prochain sujet que nous allons couvrir, jusqu'à ce qu'il y ait une autre personne qui arrive ou qui a une question. En passant, ça me fait toujours plaisir de vous voir ici. S'il y a des personnes qui viennent ici en rediffusion, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut pour dire si vous aimez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est toujours important. Et si vous avez des questions et que cette session de tutorat est terminée, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section commentaires. Moi, je prends vos questions pour faire ces vidéos le samedi matin. Donc, je suis ici pour vous. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans le futur, mais je suis là pour s'assurer que vous ayez du succès. Alors, voyons voir. Mathématiques un petit peu, donc ma chaîne, j'aime bien les sciences, j'aime bien les maths. Ça, c'est une question qui est arrivée. Deux questions que j'ai eues cette semaine, donc je voulais répondre à ceux-ci avec vous. Donc, premièrement, c'est les équations. Alors, l'idée d'une équation, c'est qu'on a une mise en situation. Pour ceux qui aiment les langues, voyons voir, on peut dire par exemple un sujet, plus un verbe, plus, on peut dire un complément une information supplémentaire. Ceci donne une idée. Cela donne une signification au message que vous voulez. Oh, un message, c'est excellent. Ça, c'est très bien. Un autre exemple d'équation, si on est en chimie, par exemple, nous pouvons avoir l'hydrogène et l'oxygène comme ceci. Lorsqu'on a une petite source d'énergie, on peut obtenir de l'eau plus beaucoup plus d'énergie. Fantastique. On utilise ce type de réaction pour faire de l'énergie, que ce soit les autos qui fonctionnent à l'hydrogène, que ce soit certaines fusées que l'on envoie dans l'espace. Ça ici, alors ceci, on pourrait dire une certaine égalité ici. Nous avons de l'énergie inclue dans ces molécules. Lorsqu'on a la réaction chimique, on a moins d'énergie ici, mais l'énergie extra est utilisée pour faire l'électricité ou déplacer des véhicules. Excellent. Maintenant, en mathématiques, c'est un peu la même chose. Si moi je dis que, par exemple, je peux dire 4 plus 4 égale 8. Le fait d'avoir un signe d'égalité, ça veut dire qu'un côté, il y a des informations. De l'autre côté, il y a aussi des informations et les deux sont égales. Alors moi, si je dis que x égale à 3, x égale à 3, on utilise x comme, on appelle ça une variable. Les mathématiciens ont utilisé x parce que c'est facile à faire, c'est une lettre que les personnes connaissent. Il y a des personnes, des scientifiques qui utilisent les lettres grecques, donc alpha, les delta, comme ceci, et les gamma. Voilà, il y a un autre symbole et j'ai oublié. Voilà, oh, le bêta. Le bêta est comme ceci. Ce sont des symboles qui font le travail. Je me rappelle lorsque j'étais en physique, donc je suis allé à McGill pour une année en physique, on avait fait un devoir et au lieu d'utiliser des variables comme ceci ou comme cela, on avait décidé qu'on allait faire des petites boîtes comme cela, où on avait différentes variables. On a une variable qui était comme ceci, une variable qui était comme cela. C'était intéressant, sauf que le devoir nous a pris comme 8 fois plus de temps à faire. Donc, on avait adoré faire ceci, on a commencé, on trouvait que c'était super cute. Et lorsqu'on a fini le travail, on s'est dit, OK, on comprend maintenant pourquoi que l'utilisation de X est tellement plus facile. Mais une variable comme cela, c'est la même chose qu'on peut dire une boîte.
dans une boîte qu'il y a une information, il y a quelque chose qui se passe ici. Voilà. Très bien. Donc, si nous avons par exemple 3x égale à 9, comme cela, on a 3 fois un contenant. Un contenant et l'ensemble de ceci égale 9. On pourrait l'écrire 3 fois une petite boîte qui est égale à 9. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc, si on a 3 boîtes comme ceci, quelqu'un pourrait dire, OK, nous avons une boîte. Est-ce qu'on voit toujours ça? Oui, 2 boîtes, 3 boîtes. Donc, on a ici 3 boîtes et ceci égale 9. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans chacune des boîtes? Il doit y avoir 3 dans chaque boîte parce que 3 dans la première boîte, plus 3 de la deuxième, plus 3 de la troisième, nous donne une valeur de 9. Donc, une équation, c'est ça. On a quelque chose, et dans ces quelque chose, ceci égale à une réponse donnée. OK, ça c'est très bien. Et la question, c'est pourquoi et comment est-ce que ceci peut être utile? Ça, c'est une bonne question. Alors, voyons voir si on peut faire une question rapide. Et à ce moment-là, juste pour vous donner une idée comment est-ce que ça fonctionne. Je vais regarder ça ici. Donc, si par exemple, quelqu'un dit, moi, je fais, par exemple, je fais des maisons. Nous avons un constructeur et c'est un constructeur qui dit, OK, moi, je veux que mes maisons soient faciles à faire. J'ai un plan dans la tête. Alors, mes maisons, qu'est-ce que c'est? C'est que si nous avons une longueur ici qui est de 10 mètres, ici, l'autre côté sera 20 mètres. De la façon que je fais ceci, et ça c'est assez grand, ça je comprends, c'est que la longueur sera toujours 2 fois la largeur. Et pour cette personne, c'est plus facile pour calculer la quantité de matériaux nécessaires, c'est plus facile pour appeler ses amis, d'autres personnes pour l'aider. Bien sûr, quelqu'un pourrait dire, OK, moi j'aimerais avoir une maison beaucoup plus petite, donc on a ici, tiens, très très petite. Il y a de ce temps-ci aux États-Unis, on a ce qu'on appelle des mini-maisons. Donc, c'est souvent à peu près 2 mètres par 4 mètres comme ceci. Yeah, c'est bon. C'est cette idée que c'est une petite maison qui peut être comme sur une remorque, où on peut mettre la petite maison à un endroit où on a besoin d'un petit terrain, on a besoin de moins d'énergie pour le faire fonctionner, et on appelle ceci en anglais, on appelle ça tiny houses. Il y a plusieurs personnes qui se disent que peut-être que ça, c'est un moyen pour aider certaines villes, les situations où les sans-abri, par exemple, ils ont besoin d'une place à vivre. Peut-être que ça peut être une solution. J'ai vu un petit reportage où il y a quelques villes aux États-Unis où c'est quelqu'un qui fait des petites maisons comme ceci, et qu'est-ce qui arrive? C'est que ça fait un endroit où les personnes peuvent être, donner une certaine fierté, et s'assurer que l'on peut être là pour la population. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Oups, regardez le nom, c'est ici, 4. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que si ça c'est 10 et ça c'est 20, ici 2 et 4, on peut voir que si nous mettons une longueur, une largeur de x ici, l'autre côté, on a 2x comme cela. Et on a ici x et on a 2x ici. Donc, quelqu'un pourrait utiliser ce format pour dire, OK, ça, c'est une donnée quelconque. Donc, au lieu de 10, ça pourrait être 9. Si nous avons 9 ici, ce sera 18. Si on a une largeur de 4 mètres, donc ceci sera 8 mètres. Donc, c'est une façon de voir cela, bien sûr. Quelqu'un peut dire, moi, je ne fais pas de maison, je fais des clôtures. Et les clôtures, c'est facile. Moi, je fais toujours, c'est 2 fois, la longueur est 2 fois plus grande que la largeur. Ça peut être des parcs pour les enfants puissent jouer, ça peut être un endroit pour mettre des voitures, ça peut être un endroit pour garder les animaux si quelqu'un a une ferme. OK. Donc, quelqu'un peut dire, OK, nous avons cet endroit, donc on a ici 2x, mais si nous avons une clôture,
nous avons l'autre côté aussi. Et disons qu'il y a ici une maison. Une maison ici. Je n'ai pas besoin de clôture sur ce côté-ci, mais j'ai besoin de celle-ci. Ça veut dire que j'ai 2x ici, un x et 2x. Donc, j'ai un total ici de 5x. Et l'idée, c'est qu'avec les équations, on se dit, OK, maintenant, j'ai besoin de savoir quelles sont les dimensions que vous voulez avoir. Donc, si les dimensions sont de, par exemple, 8 mètres comme cela, alors si x égale 8 mètres, nous avons besoin, donc un total de combien? C'est une bonne question. Donc, on a fait une équation. 5x ici égale quoi? Sachant que nous avons 5 fois 8, ceci égalera 40. Donc, la personne peut dire, OK, maintenant que j'ai la longueur de l'endroit où je vais faire la clôture, j'ai besoin de 40 mètres de clôture. Mais ça, c'est fantastique parce que quelqu'un peut dire, OK, ce n'est pas 8 mètres, mais c'est 6,36 mètres. Donc, on peut se retrouver avec des mesures plus précises. Et on se retrouve avec le même principe. Donc, ça ici, on peut automatiser les estimer. On peut même le mettre sur un ordinateur, comme ça, un architecte ou quelqu'un qui fait un urbaniste, quelqu'un qui s'occupe des jardins, peut rapidement faire des estimés. Ça, c'est bon pour le travail, bien sûr. Et ça, c'est un peu l'idée d'avoir une équation. On a un côté qui a une variable et ceci égale quelque chose. Une équation implique une égalité. Et ça nous permet de pouvoir jouer, bien sûr. Alors, voyons voir si on peut faire la prochaine étape qui sera, est-ce qu'on peut trouver une pente? Mais qu'est-ce que c'est une pente lorsqu'on parle d'algèbre? Et ça, c'est la prochaine chose que l'on va faire, en attendant, bien sûr, pour voir si vous avez une question. Donc, voyons voir. Voyons voir. Disons que, qu'est-ce que l'on peut bien vouloir avoir? Disons que nous voulons avoir, je ne sais pas. Disons que nous voulons acheter, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir acheter? On veut acheter peut-être, je ne sais pas, non, quelque chose qui fonctionne bien avec les ados et les sciences. Disons que moi, j'aimerais avoir, tiens, je vais prendre une bouteille d'eau. Réutilisable. Ah, voilà, réutilisable. Donc, je vais prendre un exemple. Voici une bouteille d'eau réutilisable et on peut voir qu'elle commence à vieillir, mais elle fonctionne encore très bien. Ceci permet de sauver beaucoup l'environnement et aussi mon portefeuille parce que je n'ai pas besoin d'acheter toujours des bouteilles d'eau. Maintenant, moi, je veux en acheter et la personne va dire, OK, ça va. Pour avoir les bouteilles d'eau, ça va coûter une certaine quantité d'argent, mais il faut aussi payer pour le transport. Donc, il y a un coût fixe pour le transport, par exemple, et une certaine quantité de dollars pour les bouteilles. Donc, disons que ceux-ci sont 5 dollars pour les acheter. Donc, nous avons 5 dollars par bouteille. Et nous avons aussi, disons que ça va coûter 40 dollars pour le transport. Je sais qu'il y a des personnes ici qui vont dire, oh, je ne veux pas faire de maths, c'est le samedi matin. Mais n'oubliez pas qu'on peut utiliser les maths pour nous aider en sciences aussi. Alors, si nous avons 5 dollars par bouteille et ça coûte 40 dollars pour le transport, regardons voir. Ici, nous avons le nombre de bouteilles et nous avons les coûts en dollars. Donc, j'utilise des dollars ici. Je suis au Canada. Vous pouvez utiliser des euros si vous êtes en Europe. Ça peut être d'autres devises. C'est votre, dépendant de votre pays, c'est à vous de voir. Alors, si j'ai
aucune bouteille, ça me coûterait quand même 40 $. Mais si j'ai une bouteille, j'ai 1 fois 5 $, ça va me coûter 5 $ plus 40. Ça va me coûter 45 $. Si j'achète 10 bouteilles comme ceci, nous avons 10 fois 5, 50. 50 plus 40 fait 90 $. Si j'ai 20 bouteilles, 20 fois 5, 100. 100 plus 40, 140. Donc, on peut voir que l'idée, c'est plus nous avons de bouteilles, plus cette idée de coût initial va baisser. OK. Alors, voyons voir si on peut en faire un graphique maintenant. Comme ceci. Nous avons bien sûr besoin d'intervalles réguliers. Donc, nous allons jusqu'à 140. Donc, je vais dire 50, 100, 150. Donc, ça, c'est les coûts en dollars. Nous avons ici le nombre de bouteilles, comme ceci. Donc, nous allons faire ici, comme ça, comme ça. Donc, nous avons 5, 10, 15 et 20. Voyons voir si on peut faire notre petit graphique maintenant. Si j'ai 0 bouteille, c'est 40 $. Une bouteille sera 45. 10 bouteilles sera 90. Et nous avons 20 bouteilles. 20 bouteilles ici, 140. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à faire un graphique à partir de notre histoire. Et donc, si on regarde, nous avons ici une ligne qui est droite. Maintenant, ce principe s'applique en business, s'applique aussi lorsqu'on doit avoir le matériel pour faire des expériences. Ceci fonctionne aussi comment est-ce qu'on peut minimiser la pollution comment est-ce qu'on peut minimiser la pollution lorsqu'on fait le transport. Donc, l'idée, c'est on a un coût initial et il y a un coût associé à cela. Maintenant, ceci nous permet en plus de pouvoir faire une équation aussi, parce que plus on achète de bouteilles, on aura une conséquence qui sera cela coûtera plus cher. Donc, voyons voir. Pour trouver la pente, c'est pas très compliqué. Alors, il s'agit de faire un petit triangle. Donc, je ne ferai pas tout le cours de maths maintenant. Si vous voulez que j'aille plus en détail sur l'équation et le calcul de la pente, je peux le faire. Mais aujourd'hui, on regarde la base. Nous allons que pour partir d'ici jusqu'à là, nous allons de 40 jusqu'à 90. Donc, de 40 à 90, on a ici une hauteur, un changement de ici à là de plus 50. Et on a de ici jusqu'à ici, on a plus 10 bouteilles. Maintenant, la pente, ce qui est intéressant, c'est que la pente égale comment est-ce que ça change verticalement sur comment est-ce que ça change horizontalement. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons 50 sur 10 et ça égale à 5. Fantastique. La pente, qui est un peu l'inclinaison ici, nous donne une valeur de 5. Et regardez tout à l'heure, j'avais une valeur de 5. Donc ici, on peut en faire une équation. Et l'équation est la suivante. Le coût total est égal à 5 fois le nombre de bouteilles. Je vais mettre une valeur de X. C'est une boîte. Je ne sais pas combien j'en veux. Plus, initialement, il y a un coût de 40. Parce que si je n'ai pas de bouteille, il y a quand même un coût de 40 $. Et le coût total ici est sur l'axe des Y. Nous avons donc Y égale à 5X plus 40. Nous avons ici une équation d'une droite qui est celle-ci, avec la pente, et ici on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Et cette histoire nous donne des informations. Le coût total que nous avons égale 5 fois le nombre de bouteilles plus 40 $. Donc, nous avions une histoire,
Le tableau de valeur nous donne la même histoire, le graphique nous donne la même histoire et l'équation aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 façons de faire les choses ici. Ceci fonctionne très bien dans un ordinateur. Ceci fonctionne très bien pour ceux qui sont visuels pour comprendre ce qui se passe. Ça ici, c'est pour ceux qui aiment les nombres, pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe et où va l'argent. Et il y a des personnes qui préfèrent juste avoir l'histoire parce qu'ils n'aiment peut-être pas les mathématiques. Mais cette histoire peut inclure et intéresser tout le monde. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est ma section sur les équations et la pente. Si vous voulez plus de questions sur les maths, ça me fera plaisir de vous aider. Nous avons ici une question, voilà, de chiffre alphabet. Merci, j'aime bien avoir ta question hebdomadaire. Pourquoi est-ce que l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide? Ça, c'est une bonne question. Alors, voyons voir ici ce que nous pouvons faire. Alors, nous avons un contenant, peut-être j'aurais dû le faire noir, comme ceci. Et nous avons de l'eau qui est ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'eau gèle à 0 degré. Donc ça, il faut le garder en tête. Donc, ici, l'eau gèle à 0 degré Celsius si nous sommes au niveau de la mer, bien sûr. Si on va en altitude, cette valeur peut changer. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on obtient de la glace? Parce que lorsque l'eau gèle, nous avons de l'eau qui est liquide, qui deviendra de l'eau qui est solide, et il y aura de l'énergie qui sera enlevée de l'eau liquide. Parce qu'on peut faire l'équation inverse. De l'eau solide plus énergie va nous donner de l'eau liquide. OK. Comment est-ce qu'on obtient cette glace? Nous avons ici un liquide et ce liquide va devenir solide. Voyons voir si on peut regarder ça. Donc, la glace ne commencera pas à se former dans le milieu. Vous allez dire, pourquoi pas? Alors, regardons voir. Que se passe-t-il dans l'eau? Si l'eau est liquide, ça veut dire qu'on a des particules, des molécules d'eau, et ceux-ci vont bouger comme ceci, comme ceci, comme cela, comme ceci. Donc, ils ont une certaine énergie et ces molécules d'eau vont avoir une certaine vibration. Si cette énergie augmente, il y aura de plus en plus d'énergie et l'eau devient de la vapeur et l'eau peut s'évaporer. Maintenant, si nous avons cette eau qui, en vibrant plus, devient de la vapeur, si on a de l'eau et on ralentit comment est-ce que ces molécules d'eau bougent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en ralentissant, il va dire, OK, on bouge un petit peu moins, donc peut-être que je pourrais peut-être vibrer avec d'autres molécules. Et peut-être que même on pourrait s'attacher ensemble. Et qu'est-ce qui arrive si on regarde un peu les propriétés ou les principes derrière la matière? C'est que la matière a tendance à vouloir être le plus près possible. Donc, si les atomes et les molécules n'ont pas d'énergie, ils vont vouloir être solides et ne pas bouger. Si on augmente la température, cette vibration qu'il y a des molécules, ces électrons qui bougent de plus en plus rapidement aussi, fait qu'il y a une expansion et on se retrouve avec un liquide. Et si encore plus, un gaz. Maintenant, où est-ce que nous avons les solides qui se forment? Donc, si vous mettez un verre dans un congélateur, vous allez remarquer que la glace va commencer à se former ici, va se commencer à se former ici. Et s'il y a des petits défauts ou des saletés sur le verre, nous allons avoir de la glace qui vont aller comme ceci. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.
Avec le temps, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, donc si je fais un autre verre, avec le temps, on va se retrouver avec la glace qui va se rejoindre ici, va se rejoindre ici, ici, et même éventuellement à la surface. Et si vous sortez des glaçons après quelques, je ne sais pas, après 30 minutes, il peut y avoir du congélateur, de la glace comme ceci, mais il peut y avoir une petite poche d'eau qui est encore à l'intérieur. Il y a encore de l'eau liquide où il y a des molécules d'eau qui ont encore de l'énergie et qui n'ont pas encore formé de la glace. Donc, ils n'ont pas fait de lien pour pouvoir aller ensemble. OK. Maintenant, la question nous dit, pourquoi est-ce que l'eau chaude peut geler plus rapidement? Donc, ici, c'est pas que ça va geler disons qu'on a de l'eau on a de l'eau à 20 degrés Celsius, on met ce petit volume dans le congélateur et peut-être que ça va prendre, je ne sais pas, 90 minutes à geler. Si on met de l'eau chaude, ça ne veut pas dire que ça va prendre 8 minutes. Le temps que ça va prendre, cela va peut-être prendre 1 minute ou 2 minutes de moins. Alors, il n'y a pas une grande différence. Mais pourquoi est-ce que cela existe? Ça ici, c'est intéressant. Puisque nous avons ici comment on voit ça? Des molécules d'eau qui bougent ici. Qu'est-ce qui arrive? C'est que si l'eau est plus chaude un petit peu, ces molécules bougent plus rapidement. Mais lorsqu'ils sont en contact ici avec la bordure, puisqu'ils bougent plus rapidement, ils peuvent se déplacer plus rapidement aussi. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'il y a une petite molécule qui va dire, ah, moi, je peux bouger plus rapidement et oups, j'arrive sur le côté de la glace et je gèle tout de suite. Donc, le fait que l'eau soit plus chaude, un petit peu, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les molécules peuvent bouger plus rapidement et donc peuvent se déplacer et se retrouver en contact beaucoup plus rapidement sur les côtés. Maintenant, bien sûr, si vous mettez, comme j'ai dit tout à l'heure, si on met de l'eau à, je ne sais pas, 90 degrés Celsius, si on le met dans le congélateur, il y a quand même le temps que ça prend pour refroidir. Donc, oui, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais l'idée, c'est à savoir, OK, le principe derrière comment est-ce que ça peut geler plus rapidement, comment ça peut aller. Donc ici, on parle de différence de température de quelques degrés plus chaud peut peut-être geler quelques minutes plus rapidement. Donc, est-ce que ça fait une grande différence si on est à la cuisine à la maison? En gros, ça ne fait pas une grande différence, mais c'est une bonne curiosité scientifique ici. Donc, excellente question ici pour Chiffre Alphabet. J'apprécie bien sûr tes questions à chaque semaine et j'espère que j'ai pu répondre à tes questions aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, nous avons... Oh, il est presque 11 heures. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, la dernière chose que je voulais discuter avec vous, c'est un sujet d'actualité. Donc, la semaine passée, on a parlé un peu d'actualité et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, nous allons voir si on peut continuer à parler d'actualité. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est regarder ceci. Voyons voir. Est-ce qu'on peut le mettre? Voilà. Est-ce que je peux changer ça? Non, je ne peux pas changer ça sur mon chose. Ça va. Alors, on a ce qu'on appelle le télescope James Webb. C'est un télescope qui est un télescope spatial. Donc, ce n'est pas un télescope qui est sur Terre. Donc, vous avez peut-être déjà vu les petits télescopes qu'on a à la maison. C'est comme une longue vue, on veut voir les étoiles ou la Lune. Il y a des grands télescopes à certains endroits comme... il y a probablement quelques observatoires avec télescopes en France, dans les Alpes peut-être. Je sais qu'à Hawaï, il y en a. Et l'idée, c'est qu'on a des télescopes avec une plus grande ouverture pour accepter la lumière. C'est très bien. Maintenant, il y a quelques années, on a envoyé, il y a plusieurs années, il y a le télescope Hubble. Voyons voir si je peux le montrer. Commons
J'essaie bien sûr de trouver des images. Voyons voir, voilà, Wikicommons. Très bien. Donc, on a des images comme celui-ci du télescope Hubble. Celui-ci à peu près la grosseur d'un autobus. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a la lumière qui arrive sur un grand miroir qui a peut-être 2 mètres. Donc, plus le miroir est grand, plus il y a de la lumière qui peut arriver. Donc, faisons un dessin. C'est toujours important de faire un bon dessin. Donc, ici, on a le télescope Hubble et on a un grand miroir qui est ici. Ça veut dire que lorsqu'on a de la lumière qui arrive comme cela, nous avons la lumière qui arrive au récepteur ici et on analyse les données nécessaires. Maintenant, le télescope Hubble est dans l'espace depuis plusieurs années, plusieurs décennies à vrai dire. Ils ont excellentes photos, c'est fantastique. Par contre, depuis un certain temps, c'est plus difficile, il faut le réparer plus souvent. Difficulté de miroir, après, à un certain temps, il y a une lentille qui avait des difficultés. Il y avait aussi les gyroscopes, donc pour pouvoir enligner ce télescope, il y avait quelques difficultés. Donc, on peut voir que ce télescope est quand même assez près de notre petite planète. L'idée, c'est qu'on utilise, lorsque le télescope est du côté de la nuit de notre planète, on peut voir le Soleil et c'est ensoleillé. Notre compétition en astronomie, c'est toujours le Soleil. Lorsqu'on a le Soleil, la difficulté, c'est qu'on peut moins bien voir. Alors ici, nous avons ce télescope de James Webb. Ce sera un télescope qui sera spatial. J'ai vu quelques photos intéressantes. Voyons voir si je peux le revoir ici. Donc, on peut voir la grandeur des miroirs hexagonaux. La raison pourquoi on utilise des miroirs hexagonaux comme ceci, c'est que si on regarde, on peut avoir une surface réfléchissante qui sera beaucoup plus grande. Donc, c'est beaucoup plus facile d'enligner des plus petits miroirs au récepteur que d'avoir un miroir qui est unique. L'autre chose, c'est penser qu'on a besoin de fusées. Il y a beaucoup de vibrations pour envoyer ces engins dans l'espace. Ça veut dire que plus c'est gros, plus il y a des possibilités d'avoir des dommages. Alors ici, qu'est-ce que ce télescope a d'intéressant? En passant, ça fait des années. Il a été complété il y a probablement 3 ou 4 ans, mais il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. Un manque de budget pour l'envoyer dans l'espace, changement de gouvernement aux États-Unis, on a eu COVID qui est arrivé, donc plein de choses qui sont arrivées. Mais j'ai lu un article que nous allons envoyer ce télescope James Webb dans l'espace le 18 décembre. Ça, c'est bientôt, c'est moins d'1 mois. Alors ça, c'est une chose intéressante. L'autre chose, nous avons une petite planète ici, et le télescope James Webb sera à peu près 1,5 million de kilomètres de la planète. Donc, nous allons avoir un télescope qui est beaucoup plus loin, avec sa surface réfléchissante ici. Maintenant, si on regarde la photo que j'avais auparavant, celle-ci, il y a quelque chose à considérer. Premièrement, lorsqu'on a le Soleil, disons qu'on a le Soleil qui est ici, notre petite planète ne peut plus avoir ce côté sombre ici, où c'est la nuit, pour protéger le télescope, comme le télescope de Hubble, pour protéger le télescope de la lumière du Soleil. Alors ici, il faut s'arranger pour faire quelque chose de différent. Alors le satellite ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, ce n'est pas à l'échelle. Il va y avoir comme une grande toile comme ceci qui sera en dessous. Et on peut voir que c'est une toile qui est assez flexible parce que c'est plus facile à envoyer cela dans l'espace, un peu comme un chandail dans un sac à dos. Alors, lorsqu'il y aura des rayons du soleil qui veulent arriver, ils seront bloqués
Donc, de l'autre côté, il fera toujours nuit. Donc, ceci permettra à avoir ce télescope qui puisse regarder les étoiles et l'espace 24 heures par jour. Donc, si nous avons ici notre surface réfléchissante, le récepteur, nous avons donc l'information qui vient de l'espace. Cela ira ici sur le récepteur et nous allons pouvoir récolter des informations qui viennent de différentes étoiles. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut découvrir de nouvelles exoplanètes? C'est une bonne question. Maintenant, ça, pour les astronomes, c'est fantastique. Ça va nous permettre d'avoir des images à partir d'une surface de réflexion plus grande. On va pouvoir voir mieux. On va pouvoir voir de plus loin. C'est fantastique. Maintenant, ce type de projet est fait avec plusieurs pays, comme par exemple, le Canada n'a pas les sous, n'a pas le budget de créer un télescope comme ceci. Par contre, il y a certaines universités qui ont créé certaines parties de ce projet et ça va permettre au Canada, par exemple, de pouvoir utiliser, je pense, c'est à peu près 5% du temps disponible du télescope pour faire les propres projets. Donc, si on prend par exemple la France n'a pas vraiment le budget de pouvoir avoir sa propre station spatiale internationale. Par contre, ils ont certains appareils et la France a dit, nous avons des astronautes. Donc, il y a Thomas Pesquet qui a passé plus de 6 mois dans l'espace. Il est revenu sur Terre il y a quelques semaines. Donc, la France dit, OK, on n'a peut-être pas tous les sous. Par contre, on peut faire des expériences et on peut donner l'option d'avoir des astronautes. Parce qu'il faut entraîner les astronautes. Ça prend des personnes qui sont disponibles pour le faire. Donc, ça veut dire que Thomas Pesquet, par exemple, est la contribution scientifique pour le projet de la station spatiale. Un peu comme ici au Canada, nous avons eu Chris Hadfield qui est allé et il y a plusieurs pays qui envoient des astronautes pour quelques semaines à plusieurs mois. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, Chiffre Alphabet, merci pour le merci. J'apprécie toujours pouvoir être là pour toi parce que la meilleure façon de pouvoir faire des sciences, vous savez c'est quoi? C'est de pouvoir parler de sciences pour pouvoir être meilleur. Maintenant, en plus de savoir des sciences, c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette connaissance pour avoir un meilleur monde. Et ça, je sais que vous pouvez le faire. C'est peut-être pas toujours facile à penser, mais lorsqu'on apprend quelque chose, c'est important de se dire, OK, voyons voir ce que je peux faire pour rendre cela mieux. Alors, si on prend par exemple l'aérodynamisme, est-ce que c'est possible d'améliorer l'aérodynamisme ou la forme des avions pour diminuer voilà, la quantité d'énergie nécessaire pour les faire voler? Est-ce qu'on peut changer la forme des ailes pour le faire? Bonne question. Nous avons la rosée. Il y a des animaux, des insectes qui font la collecte de la rosée et de la brume le matin, surtout dans les endroits où il fait très, très sec. C'est intéressant. On a fait un petit peu de maths. J'essaie de voir si on peut glisser un peu de maths avec cette idée de STEM. Et ici, on a James Webb qui a comme un projet de science, d'ingénierie et bien sûr de notre exploration spatiale. Sur ce, ça m'a fait un excellent plaisir d'être ici avec vous. Si vous avez d'autres questions, donc il y a Chiffre Alphabet, il y a aussi une autre personne ou deux qui était ici tout à l'heure. Voyons voir. N'oubliez pas de mettre vos questions dans la section clavardage plus tard. Je les regarde toujours. Ceux qui sont en train de regarder en rediffusion, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section clavardage parce que moi, je bâtis ces sessions de tutoriel pour vous, pour répondre à vos questions. Sur ce, passez une excellente journée. Je vous souhaite un excellent week-end et on se voit sans faute samedi prochain. J'ai hâte de vous voir. Alors, au revoir.